Si ça ne vous plaît pas, trouvez une autre maison. » Ces mots résonnent encore dans ma tête comme un coup de poignard qui ne cicatrise jamais complètement. Chaque fois que je m'en souviens, je sens ce même frisson parcourir mon dos, cette même sensation d'incrédulité, mêlée à une douleur profonde que seule la trahison de quelqu'un à qui vous avez tout donné peut causer. Je m'appelle Jeanne Moreau et à 67 ans, je pensais avoir vécu suffisamment longtemps pour connaître toutes les nuances de la déception humaine. Mais ce que mon propre fils m'a fait vivre ces derniers mois a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. On dit souvent que les blessures les plus profondes viennent de ceux qu'on aime le plus. Cette vérité, je l'ai apprise de la façon la plus douloureuse qui soit. Ma vie n'a jamais été facile, mais elle a toujours été remplie de détermination. Veuve depuis 15 ans, j'ai bâti seule ma chaîne de parfumerie artisanale, Essence de Provence. 30 boutiques à travers la France, plus de 100 employés, une réputation d'excellence dans le monde entier. Tout cela, je l'ai construit avec mes mains, ma sueur, mes nuits blanches. Pour qui? En grande partie pour mes enfants, Sophie et Philippe, pour leur assurer un avenir confortable, pour qu'ils n'aient jamais à connaître les difficultés que j'ai traversées. Sophie, ma cadette, a hérité de mon esprit d'entreprise. Installée à Lyon, elle dirige sa propre agence de communication et ne m'a jamais causé le moindre souci. Philippe, en revanche, mon Philippe, mon premier-né, celui pour qui j'aurais décroché la lune si seulement il me l'avait demandé. Je me souviens encore de ce dimanche d'automne comme si c'était hier. Le Mistral soufflait doucement dans les oliviers de mon jardin, faisant danser les ombres sur la terrasse en pierre de ma bastide. J'avais préparé un déjeuner simple, une ratatouille traditionnelle, du pain frais acheté à la boulangerie du village, un plateau de fromages locaux. Je n'aime pas avoir d'employé de maison le dimanche. J'ai toujours préféré avoir mon espace. Le téléphone a sonné vers 11 heures. La voix de Philippe semblait étrangement anxieuse à l'autre bout du fil. « Maman, nous devons te parler. Nous arrivons. » Le « nous » m'a immédiatement interpellée. Depuis que Philippe avait épousé Céline, 3 ans auparavant, nos visites familiales étaient devenues de plus en plus rares et toujours marquées par une certaine tension. Il n'a pas fallu 1 heure avant que la sonnette ne retentisse. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée non seulement face à Philippe et Céline, mais aussi à Simone, la mère de ma belle-fille, tous avec des valises, et pas des petites. Mon cœur s'est accéléré, un pressentiment inconfortable s'est emparé de moi. Philippe a toujours eu ce don pour annoncer les mauvaises nouvelles sans préambule, comme si les lancer brutalement pouvait en atténuer l'impact. « Maman, nous avons perdu l'appartement. La banque a saisi l'hypothèque. Nous n'avons nulle part où aller. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, assimilant l'information. Ce n'était pas la première fois que mon fils rencontrait des problèmes financiers. À 39 ans, Philippe avait déjà traversé au moins 5 emplois différents, toujours partant pour incompatibilité avec les valeurs de l'entreprise. Une phrase que j'ai appris à traduire par « ne voulait pas suivre les règles ni les horaires. Qu'est-il arrivé à l'argent que je t'ai prêté il y a 3 mois ?» ai-je demandé, essayant de ne pas paraître accusatrice, mais sincèrement curieuse. Céline est rapidement intervenue, arrangeant ses cheveux impeccablement teints en blond. Elle portait une robe que je reconnaissais. Je l'avais vue dans la vitrine d'une boutique de luxe à Marseille le mois dernier, avec un prix qui aurait pu nourrir une famille pendant 1 mois. Nous avons eu quelques imprévus, tu sais comment c'est. La voiture a eu besoin de réparation. Et puis, il y a eu ce voyage à Cassis que nous ne pouvions pas annuler. Bien sûr, des imprévus. J'ai remarqué les nouvelles boucles d'oreilles en diamant qui ornaient ses oreilles. Probablement un autre imprévu, inévitable. Simone, qui jusqu'alors observait la scène en silence, a fait 2 pas en avant avec cette posture de quelqu'un habitué à résoudre des problèmes. Son tailleur Chanel impeccable contrastait étrangement avec leur situation supposément désespérée. « Jeanne, je sais que cela doit être un inconvénient, mais ce ne sont que quelques semaines jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit. Je promets que tu ne remarqueras même pas notre présence. 3 adultes dans la maison d'une dame de 67 ans et je ne remarquerai même pas leur présence. » La fausseté était si évidente qu'elle m'a presque fait rire. Mais quelque chose en moi, cet amour inconditionnel de mère, a parlé plus fort. « C'est d'accord, » ai-je répondu, faisant un pas de côté. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis et dans l'ancienne chambre de Sophie. » Ce fut suffisant
pour que les trois commencent à monter les escaliers avec leurs valises, sans même me remercier convenablement. Céline s'est arrêtée à mi-chemin, à regarder la décoration du salon, des textiles provençaux rares que j'avais personnellement sélectionnés lors de mes voyages, et a dit d'un ton condescendant « Nous allons moderniser cette décoration. Ne t'inquiète pas. » J'ai respiré profondément et me suis rappelé que ce serait temporaire. Quelques semaines, tout au plus. J'étais loin de me douter que ce serait le début d'un cauchemar qui durerait 3 longs mois. Dès la première semaine, j'ai remarqué que la dynamique de ma maison avait complètement changé. Ma routine soigneusement construite au fil des années, me réveiller tôt, prendre mon thé en lisant le journal, aller à la boutique, revenir en fin d'après-midi pour un bain relaxant, avait été complètement détruite. La cuisine, toujours impeccablement propre, était maintenant constamment remplie d'assiettes sales. Le bruit de la télévision à plein volume envahissait toutes les pièces jusqu'à tard dans la nuit. Et ma cave à vins spéciaux, que je gardais pour des occasions spéciales, commençait à diminuer mystérieusement. Mais le pire était à venir. Dans la deuxième semaine, j'ai commencé à remarquer de petits objets qui disparaissaient. Une paire de boucles d'oreilles en émeraude que j'avais reçue de mon défunt mari. Une montre ancienne qui avait appartenu à mon père. De petits objets de valeur sentimentale qui, lorsque je demandais où ils étaient, personne ne savait. « Tu dois les avoir rangés quelque part et l'avoir oublié, maman », disait Philippe avec ce ton de celui qui parle à un enfant. « Tu es très étourdi ces derniers temps. » C'était la première fois que j'entendais cette insinuation, mais ce ne serait pas la dernière. Peu à peu, subtilement, ils ont commencé à planter l'idée que je perdais la mémoire, que je me confondais. Une tactique que je ne comprendrai complètement que beaucoup plus tard. Un matin, en descendant prendre mon café, j'ai trouvé Céline en train de fouiller dans mon sac. Quand je l'ai questionnée, elle a répondu avec une désinvolture surprenante. Je cherchais juste la carte de crédit pour faire quelques courses au supermarché. Philippe a dit que ça ne poserait pas de problème. Ma carte ? Ai-je demandé incrédule. Bien sûr, nous mangeons ici, non ? Le minimum que nous puissions faire est d'aider avec les courses. Cela aurait eu du sens si les courses étaient vraiment pour la maison. Mais ce même après-midi, Céline est revenue avec des sacs des Galeries Lafayette, vêtements de marque, chaussures hors de prix, parfums importés. Et le relevé de ma carte, qui est arrivé à la fin du mois, montrait des dépenses dans des restaurants et des magasins que je n'avais jamais fréquentés. Quand j'ai confronté Philippe au sujet des dépenses excessives, sa réaction m'a laissé sans voix. « Maman, tu as tellement d'argent de côté. Pourquoi économiser à ce stade de la vie ? Nous devons en profiter pendant que tu es encore là, non ? Pendant que je suis encore là ?» ai-je répété, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Tu sais, pendant que tu as encore la santé pour en profiter avec nous, » a-t-il ajouté rapidement, mais le lapsus avait déjà été commis. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon fils ne traversait pas simplement une phase difficile. Lui et Céline, avec la complicité de Simone, avaient un plan bien défini, extraire le maximum possible de mon patrimoine. Tout a empiré radicalement quand ils ont commencé à s'approprier mon espace physique. C'était un jeudi après-midi, exactement 18 jours après leur arrivée. J'étais dans la cuisine en train de préparer une tisane quand Philippe est entré, suivi par Céline. J'ai perçu quelque chose de différent dans l'air, une tension palpable. « Maman, nous avons réfléchi », a-t-il commencé, avec ce ton que je connaissais bien, le même qu'il utilisait à l'adolescence quand il voulait une nouvelle voiture. Il serait plus logique de réorganiser la maison. La chambre principale a ce grand dressing que tu utilises à peine. Je suis restée silencieuse, tenant la tasse de tisane si fermement que mes doigts sont devenus blancs. Ma chambre, mon dressing, mon espace sacré où je gardais non seulement des vêtements, mais des souvenirs de toute une vie. Céline a besoin de plus d'espace pour ses vêtements, a-t-il continué, comme s'il me rendait service en m'expliquant l'évidence. Et ce bureau au bout du couloir serait parfait pour Simone. Elle a besoin d'intimité. Mon bureau, l'endroit où je gérais encore une partie des affaires, où je gardais des documents importants, où je me réfugiais pour lire un bon livre. Maintenant, ce serait le coin de Simone. Et où resterais-je ? Ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme. C'est alors qu'est venue la phrase, celle qui a tout changé. La chambre d'amis, au fond, est plus que suffisante pour toi. Elle est petite, mais a sa propre salle de bain. Si ça ne te plaît pas, trouve une autre maison. Et le pire n'était pas la phrase elle-même,
mais le petit rire moqueur de Céline juste après. Ce sourire de supériorité, comme pour dire « nous avons gagné ». Simone, qui passait dans le couloir à ce moment précis, n'a pas non plus réussi à dissimuler son sourire de satisfaction. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé et quelque chose de nouveau est né. Ce n'était pas de la colère, c'était beaucoup plus profond. C'était une détermination froide et calculatrice que je n'avais ressentie que dans les moments les plus cruciaux de ma carrière. J'ai souri en retour, un sourire qui n'a pas atteint mes yeux, et j'ai simplement dit « Je vais y réfléchir ». D'où venez-vous, vous qui me regardez maintenant? Laissez-le dans les commentaires. Je veux vraiment savoir qui suit cette histoire qui a complètement changé ma vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Souvenirs de grand-mère, abonnez-vous maintenant et venez découvrir comment j'ai donné une leçon inoubliable à ces 3 personnes qui ont tenté de m'humilier dans ma propre maison. Je n'ai pas eu le courage de les affronter à ce moment-là. Comment aurais-je pu leur expliquer la signification de cette chambre pour moi? C'est là que j'avais dormi avec Robert, mon défunt mari, pendant 30 ans. C'est là qu'étaient nés mes 2 enfants, dans l'accouchement naturel à domicile sur lequel j'avais insisté. Chaque recoin gardait un morceau de mon histoire. Chaque objet avait une signification qu'ils ne comprendraient jamais. 2 jours plus tard, j'ai cédé ma chambre principale, sans plus de résistance. J'ai observé en silence comment Céline réorganisait mon dressing, se débarrassant de vêtements qu'elle considérait comme démodés et occupant l'espace avec ses vêtements de créateur. J'ai vu comment Simone transformait mon bureau en son espace personnel, le remplissant de ses cristaux et livres de développement personnel qu'elle aimait tant. Tout a commencé par ce matin de dimanche, un de ces jours où le soleil de Provence décide enfin d'apparaître après des jours de pluie. J'avais préparé un petit déjeuner spécial, des croissants frais de la boulangerie Manet, de la confiture de figues que j'avais préparée l'automne dernier, et ce café corsé que Robert, mon défunt mari, aimait tant. C'était une habitude que j'avais gardée, comme si chaque tasse me rapprochait un peu de lui. Je venais de m'installer sur la terrasse, avec mon plateau et le journal local, quand le téléphone a sonné. J'ai hésité à répondre. Les appels dominicaux n'apportent que rarement de bonnes nouvelles, mais quelque chose dans la sonnerie insistante m'a poussé à me lever. « Allô ?» Ma voix résonnait dans le combiné, déjà teintée d'une appréhension que je ne pouvais expliquer. « Maman, c'est moi, Philippe. » Sa voix semblait étrangement tendue. « Nous devons te parler de quelque chose d'important. Nous serons chez toi dans 1 heure. »« Nous ?» ai-je demandé, mais il avait déjà raccroché. J'ai posé le téléphone avec un sentiment de malaise grandissant. Philippe n'était pas du genre à faire des visites impromptues, surtout le dimanche matin. Depuis son mariage avec Céline, nos rencontres étaient devenues de plus en plus rares et programmées avec une précision presque chirurgicale. Céline avait toujours une excuse pour écourter nos moments ensemble. Un rendez-vous urgent, une migraine soudaine, une vague invitation qu'elle avait complètement oubliée. J'ai regardé autour de moi, soudain consciente du calme de ma maison. La Bastide des Lavandes avait été notre refuge familial pendant plus de 30 ans. Robert et moi l'avions achetée alors qu'elle n'était qu'une ruine provençale abandonnée. Nous l'avions restaurée pierre par pierre, créant un havre de paix entouré de champs de lavande et d'oliviers centenaires. C'était là que nos enfants avaient grandi, que nos souvenirs s'étaient forgés. Et maintenant, à 67 ans, c'était mon sanctuaire, l'endroit où je pouvais enfin respirer après des journées entières à gérer mes boutiques. L'heure suivante a passé dans un étrange état de suspension. J'ai rangé le salon, non pas qu'il en ait besoin, mais pour occuper mes mains et calmer mon esprit. J'ai vérifié le réfrigérateur, pensant que je pourrais improviser un déjeuner si Philippe et Céline restaient. J'ai même changé de robe, optant pour une tunique bleu lavande que Sophie m'avait offerte pour mon anniversaire. Puis, exactement 1 heure après l'appel, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, m'attendant à voir mon fils et sa femme. Ce que j'ai trouvé m'a laissé momentanément sans voix. Philippe se tenait là, un sourire tendu plaqué sur son visage, encadré par 2 immenses valises. Derrière lui, Céline, impeccablement vêtue comme à son habitude, tenait un sac de voyage de marque qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'un de mes employés. Et derrière elle, complétant ce tableau improbable, se tenait Simone, la mère de Céline, avec sa propre valise
et un regard qui semblait à la fois calculateur et triomphant. « Maman !» Philippe s'est avancé pour m'embrasser rapidement sur les joues. « Tu as l'air en forme !»« Philippe !» J'ai jeté un regard confus au bagage. « Que se passe-t-il » Il a échangé un regard rapide avec Céline avant de prendre une profonde inspiration. « Nous avons eu quelques problèmes. La banque a saisi notre appartement. Nous n'avons nulle part où aller. »« Saisi votre appartement ?» J'ai répété, essayant de comprendre. « Mais comment est-ce possible ? Tu m'as dit que tout allait bien avec le prêt la dernière fois que nous en avons parlé. » « Les choses se sont compliquées, maman. » Il a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était mal à l'aise. Les taux ont augmenté. L'agence de Philippe a perdu un gros client. Céline a pris le relais, sa voix mielleuse contrastant avec la dureté de son regard. « Nous avons essayé de négocier avec la banque, mais ils ont été intraitables. » J'ai regardé derrière eux, vers Simone, qui n'avait toujours pas dit un mot. « Et ma mère était avec nous quand c'est arrivé, » a expliqué Céline, comme si cela expliquait tout. Son appartement est en rénovation. Elle ne peut pas y retourner avant plusieurs mois. Je suis restée silencieuse, assimilant l'information. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Philippe gagnait bien sa vie dans son agence de communication et Céline travaillait supposément comme consultante en mode, bien que je n'ai jamais vraiment compris en quoi consistait son travail. L'appartement qu'ils avaient acheté dans le centre d'Aix, un luxueux 3 pièces avec vue sur la fontaine de la Rotonde, avait été en partie financé par un don substantiel que je leur avais fait pour leur mariage. Comment avait-il pu le perdre si rapidement? Quand est-ce arrivé? Ai-je demandé, me rappelant soudain le voyage à Cassis, dont Céline avait posté des photos sur ses réseaux sociaux pas plus tard que la semaine dernière. Des photos de dîners gastronomiques, de chambres d'hôtel luxueuses et de Céline portant ce qui semblait être un nouveau bracelet en diamant. « Hier », a répondu Philippe, évitant mon regard. « Nous avons dû partir immédiatement. Je vois, ai-je dit lentement, notant mentalement de contacter mon avocat dès lundi pour vérifier cette histoire. « Et vous pensez rester ici combien de temps ?»« Juste quelques semaines », a assuré Céline avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Le temps de nous retourner, de trouver un nouvel endroit. »« Nous ne voulons pas te déranger, Jeanne », a finalement parlé Simone, s'avançant avec cette assurance caractéristique des femmes qui sont habituées à obtenir ce qu'elles veulent. « Je sais que c'est soudain, mais nous n'avions nulle part où aller. Philippe a insisté sur le fait que tu ne refuserais pas d'aider ton fils unique dans un moment de besoin. » Son ton légèrement accusateur, comme si refuser leur demande ferait de moi une mère indigne, n'est pas passé inaperçu. J'ai regardé mon fils, cherchant dans ses yeux une trace de l'enfant que j'avais élevé, de l'homme que j'espérais qu'il deviendrait. Mais tout ce que j'ai vu était un regard fuyant et un sourire artificiel. « Bien sûr que vous pouvez rester, » ai-je finalement dit, écoutant cette voix en moi qui murmurait que quelque chose n'allait pas, mais incapable d'ignorer le besoin apparent de mon fils. « La chambre d'amis est prête et vous pouvez utiliser l'ancienne chambre de Sophie, Simone. »« C'est parfait !» Céline a frappé dans ses mains comme une enfant excitée. Je savais que nous pouvions compter sur toi, belle maman. Ils sont entrés, traînant leurs valises, comme si cette invasion avait été planifiée depuis longtemps. J'ai noté que Philippe ne m'a pas remercié, ne s'est pas excusé pour le dérangement, n'a montré aucun signe de la gratitude ou de l'humilité qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui demande un tel service. J'étais en train de préparer le déjeuner, ai-je proposé, essayant de normaliser cette situation surréaliste. « Vous devez avoir faim après tout ça. »« Oh, ne te dérange pas pour nous, » a dit Céline, déjà en train de monter les escaliers. « Nous allons nous installer d'abord. Peut-être commander quelque chose plus tard. J'ai vu que ce nouveau restaurant japonais livre maintenant. » Sans attendre ma réponse, ils ont disparu à l'étage, me laissant seule dans l'entrée, avec une sensation croissante que je venais de commettre une terrible erreur. Les jours qui ont suivi ont confirmé mes pires craintes. Ce qui devait être un arrangement temporaire a rapidement pris l'allure d'une occupation permanente. Loin d'être des invités reconnaissants, Philippe, Céline et Simone se sont comportés comme si la maison leur appartenait, modifiant subtilement mais inexorablement l'espace que j'avais créé avec tant d'amour. La première semaine a donné le ton. Je me suis réveillée un matin pour découvrir que la cuisine avait été réorganisée. Mes ustensiles, mes épices, mes plats, tout avait été déplacé selon un système que seule Céline comprenait. J'ai pensé que ce serait plus efficace comme ça,
a-t-elle expliqué quand j'ai exprimé ma confusion. Cette cuisine avait besoin d'une touche moderne. Ce n'était que le début. Jour après jour, de petits changements s'accumulaient. Le salon, autrefois mon refuge, était maintenant constamment occupé par Simone, qui regardait des émissions de télé-réalité à plein volume. Ma collection de livres anciens, soigneusement arrangés par thème et par auteur, a été bouleversée pour faire place à la collection de figurines en cristal de Simone et au magazine de mode de Céline. Nous avons juste créé un peu d'espace, maman, a expliqué Philippe quand j'ai mentionné le changement. Tu ne lis plus la plupart de ces livres de toute façon. Comment savait-il ce que je lisais ou ne lisais pas? Philippe n'avait pas passé plus de quelques heures dans cette maison au cours des 3 dernières années. Il ne savait pas que chaque soir, je me plongeais dans les œuvres de Camus, de Colette, de Duras. Ces livres n'étaient pas seulement des objets, ils étaient des compagnons de mes soirées solitaires. La 2e semaine, j'ai commencé à remarquer des objets qui disparaissaient. D'abord une petite boîte à bijoux en argent que Robert m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage. Puis, le châle en cachemire que Sophie m'avait rapporté de son voyage en Inde. Des objets de valeur, certes, mais surtout d'une valeur sentimentale inestimable. Quand j'ai confronté Céline à ce sujet, sa réaction m'a laissé sans voix. « Tu les as probablement rangés et oubliés, Jeanne. » Ma grand-mère faisait la même chose avant que nous réalisions qu'elle commençait à perdre la mémoire. Cette insinuation, lancée avec un sourire compatissant mais des yeux froids, m'a glacé le sang. Je n'avais jamais oublié où je rangeais mes affaires. J'étais connue pour ma mémoire exceptionnelle, ma capacité à me souvenir de détails que d'autres oubliaient depuis longtemps. C'était une qualité qui m'avait servi dans les affaires, me permettant de me rappeler les préférences de clients, les détails de contrats, les nuances des parfums que nous créions. Mais ce n'était que le début d'une campagne subtile mais persistante pour me faire douter de mes propres capacités. Des commentaires apparemment anodins sur des rendez-vous que j'aurais oubliés, des conversations que nous aurions eues et dont je n'avais aucun souvenir, des factures que j'aurais négligé de payer, tout cela distillé goutte à goutte, jour après jour. Un matin, j'ai surpris Céline en train de fouiller dans mon sac à main. Quand je l'ai confrontée, elle a répondu avec une désinvolture qui m'a laissée stupéfaite. « Je cherchais juste ta carte de crédit pour faire quelques courses. Philippe a dit que tu serais d'accord. » « Ma carte de crédit ?» ai-je répété incrédule. « Bien sûr, a-t-elle souri, comme si ma surprise était injustifiée. Nous vivons ici, nous aidons avec les courses, c'est normal. » Cette conversation surréaliste a été suivie, quelques heures plus tard, par le retour de Céline avec des sacs de shopping qui ne contenaient certainement pas des courses, des vêtements de créateurs, des chaussures de luxe, des produits de beauté hors de prix, tout cela payé avec ma carte de crédit. Quand j'ai finalement trouvé le courage de confronter Philippe sur ses dépenses extravagantes, sa réaction m'a brisé le cœur. « Maman, a-t-il soupiré, comme s'il parlait à une enfant capricieuse, tu as tellement d'argent. Pourquoi le garder? Pourquoi faire? Autant en profiter maintenant, pendant que tu es encore. Tu sais, pendant que je suis encore quoi, Philippe? Ai-je demandé, sentant une colère froide monter en moi. Vivante, a-t-il répondu après une hésitation. Puis, voyant mon expression, a rapidement ajouté « En bonne santé, je veux dire, capable d'en profiter avec nous. » Le lapsus était révélateur. Dans l'esprit de mon fils, j'étais déjà à moitié parti, une ressource à exploiter avant qu'elle ne s'épuise. L'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front, les économies que j'avais accumulées au fil des décennies de travail acharné, tout cela n'était pour lui qu'un héritage anticipé, quelque chose auquel il estimait avoir droit avant même ma mort. Cette réalisation m'a frappé comme un coup physique. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ce petit garçon, que j'avais porté dans mon ventre pendant 9 mois, que j'avais nourri de mon lait, que j'avais soutenu à travers les épreuves de l'adolescence et les échecs de la vie adulte, pouvait-il me voir comme rien de plus qu'un obstacle entre lui et mon argent? La 3e semaine a marqué un tournant encore plus sombre. C'était un jeudi après-midi. Je m'en souviens parfaitement car j'avais fermé la boutique plus tôt pour assister à une réunion avec mes fournisseurs de fleurs. Je suis rentrée fatiguée mais satisfaite, ayant négocié un contrat avantageux pour des roses de grâce, essentielles pour notre nouvelle ligne de parfums. À peine avais-je franchi le seuil que j'ai senti une atmosphère différente dans la maison.
Philippe et Céline étaient assis dans le salon, parlant à voix basse, et se sont tus brusquement à mon arrivée. Simone est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, son visage portant une expression que je ne pouvais décrypter, un mélange d'anticipation et de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Maman, nous devons te parler », a annoncé Philippe, utilisant ce ton formel qu'il réservait habituellement aux conversations difficiles. « C'est à propos de l'organisation de la maison. » J'ai posé mon sac, soudain consciente que quelque chose d'important allait se produire. « Je t'écoute. » Céline et moi avons réfléchi. Il a échangé un regard avec sa femme. « La chambre principale, ta chambre, est vraiment trop grande pour une seule personne. Et ce dressing, tu n'utilises même pas la moitié de l'espace. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Enfin, et nous pensons qu'il serait plus logique que Céline et moi prenions cette chambre. Tu pourrais t'installer dans la chambre d'amis du fond. Elle est plus petite, mais tu n'as pas besoin de tant d'espace, n'est-ce pas? La chambre principale, celle que j'avais partagée avec Robert pendant 3 décennies, celle où nous avions conçu nos enfants, où nous avions ri, pleuré, rêvé ensemble, celle où il avait rendu son dernier souffle, paisiblement, dans mes bras, un matin d'hiver. Cette chambre n'était pas juste 4 murs et un lit, c'était le sanctuaire de mes souvenirs les plus précieux. Et mon bureau, ai-je demandé, ma voix étrangement calme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Celui où je gère encore l'entreprise que j'ai bâtie de mes mains, maman serait plus à l'aise avec un espace à elle, a intervenu Céline, faisant un geste vers Simone. Ce bureau ferait une chambre parfaite pour elle. Tu peux travailler dans le petit salon près de la cuisine. Tu n'y es presque jamais de toute façon. L'audace de cette proposition m'a momentanément coupé le souffle. Ils ne demandaient presque pas, ils annonçaient, comme si cette maison que j'avais achetée, restaurée, aimée, leur appartenait déjà, comme si j'étais l'invité et non l'inverse. Et si je refuse, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Philippe a haussé les épaules avec une désinvolture qui m'a fait mal physiquement. Si ça ne te plaît pas, trouve une autre maison. Et puis est venu ce rire, ce petit rire suffisant de Céline, comme si elle venait d'entendre la meilleure blague du monde. Un rire qui disait clairement « Nous avons gagné, tu as perdu ». Dans ce moment précis, quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon esprit, ni mon cœur, mais plutôt les dernières illusions que je me faisais sur qui était vraiment devenu mon fils. L'enfant que j'avais aimé inconditionnellement n'existait plus. À sa place se tenait un étranger, façonné par l'avidité et l'égoïsme, prêt à piétiner ma dignité pour son confort personnel. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement, rassemblant le peu de dignité qui me restait. Puis je suis montée dans ma chambre, encore ma chambre pour le moment, et j'ai fermé la porte. Assise sur le bord du lit que j'avais partagé avec Robert, j'ai laissé les larmes couler librement pour la première fois depuis cette invasion. Mais à travers ces larmes, une résolution nouvelle prenait forme. Il croyait avoir gagné. Il pensait que j'étais faible, malléable, facilement manipulable. Une vieille femme dont on pouvait disposer à sa guise. Ils ne savaient pas qui j'étais vraiment. Ils avaient oublié, ou peut-être n'avaient-ils jamais su, que j'avais bâti une entreprise dans un monde dominé par les hommes, que j'avais survécu à la perte de l'amour de ma vie, que j'avais affronté des tempêtes qui auraient brisé des personnes moins résilientes. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité, écoutant les rires insouciants qui montaient du salon où Philippe, Céline et Simone célébraient leur apparente victoire, j'ai commencé à élaborer un plan qui leur donnerait une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ils voulaient ma maison, mon argent, mon entreprise. Très bien. Mais ils allaient découvrir que Jeanne Moreau n'était pas le genre de femme à se laisser dépouiller sans combattre. Et quand je combats, je gagne. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. 3 longs mois pendant lesquels je suis devenue une actrice digne d'un Oscar, jouant le rôle de la grand-mère résignée, reconnaissante pour la compagnie de la famille. Même ma meilleure amie Josette, la seule à connaître une partie de mon plan, a commencé à s'inquiéter. Le lendemain de cet ultimatum cruel, j'ai cédé ma chambre sans faire d'histoire. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de voir ma douleur. J'ai observé en silence comment Céline prenait possession de l'espace que j'avais partagé avec Robert pendant 30 ans. Elle a immédiatement commencé à déplacer mes affaires, jetant certains vêtements dans un carton étiqueté « Secours catholique ».
sans même me demander mon avis. « Ces robes sont tellement démodées, belle maman », a-t-elle commenté en tenant une robe bleu marine que Robert adorait me voir porter. Personne ne porte plus ce genre de choses. J'ai serré les dents et n'ai rien dit. Chaque vêtement qu'elle écartait avec dédain représentait un souvenir, une histoire, une partie de ma vie qu'elle jugeait sans valeur. La robe bleu marine, celle que je portais le soir où Robert m'avait demandé en mariage, lors d'un dîner au bord de la Méditerranée. Le tailleur Bordeaux, celui que je portais le jour où j'ai signé le bail de ma première boutique à Aix. Le châle en soie au motif de lavande, un cadeau de mes artisans parfumeurs pour mes 60 ans. Pendant ce temps, Simone prenait possession de mon bureau avec la même désinvolture. Mes dossiers méticuleux, organisés par année et par catégorie, ont été empilés sans cérémonie dans un coin pour faire place à ces cristaux énergétiques et ces livres sur l'abondance et la manifestation. Mon ordinateur, sur lequel je gérais la comptabilité d'Essence de Provence, a été relégué à une petite table branlante dans un recoin de la cuisine. « Tu n'as pas besoin de tant d'espace pour tes petites affaires », m'a-t-elle dit en voyant mon expression. « À ton âge, tu devrais réduire tes activités de toute façon. Mes petites affaires, une chaîne de parfumerie artisanale présente dans toute la France, offrant un emploi à plus de 100 personnes et générant un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions d'euros. Mais dans leur monde, mon travail n'était qu'un passe-temps de vieille dame, quelque chose à tolérer avec condescendance. Je me suis installée dans la petite chambre d'amis du fond, celle qui donnait sur le mur du voisin plutôt que sur mon jardin de lavande. La pièce était à peine assez grande pour contenir un lit simple, une commode et une petite table de chevet. La salle de bain attenante, que Philippe avait présentée comme un luxe, était en réalité une ancienne penderie que nous avions convertie en toilette d'appoint pour les invités. Mais ce n'était pas l'exiguïté de l'espace qui me blessait le plus, c'était l'indignité de la situation. Moi, Jeanne Moreau, fondatrice et présidente d'Essence de Provence, reléguée au statut de pensionnaire dans ma propre maison. Chaque matin, je devais traverser le couloir sous les regards scrutateurs de Céline et Simone, comme si j'étais une intruse dans l'espace qu'elles considéraient désormais comme le leur. Les petites humiliations quotidiennes se sont accumulées comme des grains de sable dans une horloge, marquant inexorablement le passage du temps et l'érosion de ma patience. Il y avait les remarques innocentes sur ma mémoire défaillante, chaque fois que je cherchais un objet qu'ils avaient délibérément déplacé. Les commentaires sur mon apparence. « Tu devrais peut-être essayer cette crème anti-âge, belle maman, elle fait des miracles. » Ou « Ce style de coiffure vieillit terriblement, tu sais. » Les conversations qui s'arrêtaient brusquement lorsque j'entrais dans une pièce, suivies de regards entendus et de sourires forcés. Un matin, alors que je préparais mon café dans ce qui avait été ma cuisine, Simone est entrée et a commencé à réorganiser les placards, jetant sans cérémonie certains de mes ustensiles dans un carton. « Que fais-tu » ai-je demandé, incapable de dissimuler ma surprise. « Un peu de rangement » a-t-elle répondu sans me regarder. « Cette cuisine est tellement encombrée, personne n'a besoin d'autant d'ustensiles. Ce sont mes affaires » ai-je protesté doucement. « J'utilise ces ustensiles. » Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire condescendant que j'avais appris à détester. « Vraiment, Jeanne, quand as-tu utilisé cette chose pour la dernière fois ?» Elle tenait mon moule à Savarin, celui que j'utilisais pour préparer le gâteau préféré de Robert chaque anniversaire de notre rencontre. La semaine dernière, ai-je menti, sachant parfaitement que je n'avais pas eu le cœur de faire ce gâteau depuis la mort de Robert. Mais c'était mon moule, mon souvenir, mon choix de le garder ou non. A-t-elle fait, clairement incrédule. Eh bien, de toute façon, Céline pense que nous devrions moderniser cette cuisine. Ces vieilleries prennent trop de place. Céline pense, ai-je répété, sentant la colère monter en moi. Céline pense à propos de ma cuisine? Notre cuisine maintenant, a corrigé Simone avec un petit rire. Nous vivons tous ici, n'est-ce pas? J'ai serré ma tasse si fort que j'ai craint qu'elle ne se brise dans ma main. Respire, Jeanne, me suis-je dit. Ce n'est pas le moment. Pas encore. Le soir même, lors du dîner, j'ai découvert que mon service de porcelaine de Limoges, celui que ma mère m'avait légué et que je réservais pour les occasions spéciales, avait été utilisé pour servir les restes de pizza commandés. Céline et Philippe mangeaient distraitement, regardant leur téléphone,
tandis que plusieurs assiettes irremplaçables gisaient, tachées de sauce tomate et d'huile, dans l'évier. « Vous avez utilisé le service de ma mère ?» ai-je constaté, m'efforçant de garder une voix égale. « Oh oui !» a répondu Céline sans lever les yeux de son écran. « Il était dans ce buffet là-bas. Il est joli, un peu vieillot, mais charmant. Ce service a plus de 100 ans, ai-je expliqué, sentant ma gorge se serrer. Il appartenait à ma grand-mère avant d'être à ma mère. Vraiment ? Philippe a finalement levé les yeux, semblant remarquer mon émotion. Eh bien, il devrait être utilisé, non ? Quel est l'intérêt de garder de belles choses enfermées ? L'ironie de sa remarque m'a frappé comme une gifle. Mon fils, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'héritage familial, pour les histoires derrière chaque objet que je chérissais, se découvrait soudain une passion pour l'utilisation de mes précieuses possessions. Pas par respect ou appréciation, mais par simple commodité. Et peut-être je commençais à le soupçonner par plaisir pervers de me voir souffrir. Ces incidents se sont multipliés au fil des jours. Mes parfums artisanaux, créés spécialement pour moi par mes maîtres parfumeurs, utilisés à profusion par Céline, qui s'en aspergeait comme s'il s'agissait d'eau de Cologne bon marché. Mes livres rares, manipulés avec des mains grasses ou utilisés comme sous-verre. Mon jardin de roses, négligé, car Simone trouvait que les fleurs attirent trop d'insectes. Chaque nouvelle offense était comme une coupure de papier, insignifiante en soi, mais douloureuse dans son accumulation. Et à chaque nouvelle blessure, je souriais poliment, jouant le rôle de la vieille dame reconnaissante pour la compagnie de sa famille. Mais en secret, je préparais ma riposte. Chaque humiliation nourrissait ma détermination. Chaque insulte voilée renforçait ma résolution. Il me croyait faible, soumise, vaincue. Il ne savait pas que derrière mes sourires forcés et mes acquiescements dociles, je tissais une toile qui allait bientôt se refermer sur eux. Un soir, alors que je ramassais les assiettes qu'ils avaient laissées éparpillées sur la table après le dîner, j'ai entendu une conversation qui a confirmé mes pires soupçons. Céline et Philippe discutaient dans le salon, pensant que j'étais déjà montée me coucher. « Combien de temps encore devons-nous faire semblant de chercher un appartement ?» demandait Céline, sa voix trahissant son impatience. « Cette maison est parfaite, elle a tout ce dont nous avons besoin. »« Patience, mon amour, » répondait Philippe. « Maman finira par s'habituer à nous avoir ici. Nous devons juste déplacer nos pièces avec soin. »« Tes pièces, Philippe ?» La voix de Simone était plus basse, mais je pouvais l'entendre clairement depuis ma position près de la porte de la cuisine. « Ce n'est pas suffisant. Nous devons penser à long terme. »« Que veux-tu dire ?» a demandé mon fils. « Ta mère est âgée. Et franchement, j'ai remarqué des signes inquiétants. Des oublis, de la confusion. J'ai dû me retenir de laisser tomber les assiettes que je tenais. Quelle hypocrisie! Les seuls oublis que j'avais étaient ceux qu'il fabriquait de toutes pièces en déplaçant mes affaires puis en prétendant que je les avais égarées. « Tu penses à… » Philippe n'a pas terminé sa phrase, mais le ton suggérait qu'il comprenait parfaitement où sa belle-mère voulait en venir. « Une tutelle, oui, » a confirmé Simone. « J'ai un ami avocat qui s'est spécialisé dans ce domaine, avec quelques témoignages sur son état mental déclinant, quelques preuves de décisions financières douteuses. Ce ne serait pas trop extrême ?» La voix de Philippe trahissait une hésitation qui m'a momentanément donné espoir. Peut-être restait-il une trace du fils que j'avais élevé quelque part sous la surface. « Extrême ?» a répliqué Simone. « Philippe, réfléchis. Ta mère possède cette maison, une entreprise prospère, probablement des investissements et des économies substantielles. Tout cela devrait te revenir de droit, à toi, son fils. Pourquoi attendre qu'elle décide arbitrairement de léguer une partie à ta sœur, ou pire, à une quelconque œuvre caritative? Sophie ne mérite rien, » a grogné Philippe, dissipant instantanément mon espoir. Elle n'a jamais été là pour maman comme je l'ai été. J'ai failli laisser échapper un rire amer. Sophie m'appelait 3 fois par semaine, venait me voir dès que son travail le lui permettait, s'intéressait sincèrement à ma vie et à mon entreprise. Philippe, en revanche, ne se manifestait que lorsqu'il avait besoin d'argent, ou comme maintenant, pour s'approprier ce qui m'appartenait. « Exactement », a approuvé Céline. « Et pense à tout ce que nous pourrions faire avec cet argent. La maison à Cassis dont nous avons toujours rêvé, des voyages, peut-être même ouvrir cette agence de communication dont tu parles depuis des années.
Mais comment procéderions-nous » a demandé Philippe, sa voix trahissant désormais plus d'intérêt que d'hésitation. « Nous commençons par documenter son déclin, a expliqué Simone. Des petites choses au début, des objets égarés, des rendez-vous manqués, des factures impayées. Puis nous passons à des incidents plus sérieux. Peut-être une petite cuisine laissée allumée, un fer à repasser oublié, ce genre de choses. Et si ces incidents ne se produisent pas naturellement, la question de Céline m'a glacé le sang. Alors nous les créons, a répondu simplement Simone. Personne ne saura si c'est elle qui a vraiment oublié de payer cette facture d'électricité ou si la lettre de rappel a été interceptée. La conversation a continué, mais je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Leur plan était clair maintenant. Ils ne voulaient pas seulement s'approprier ma maison, ils voulaient en prendre le contrôle de toute ma vie, me déclarer incapable, me priver de mon autonomie, de ma dignité et finalement de tout ce que j'avais construit au cours de ma vie. Cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit, j'ai pleuré silencieusement, non pas de tristesse ou de peur, mais de rage pure, une rage froide, calculatrice, qui cristallisait ma détermination en quelque chose de presque tangible. Si c'était une guerre qu'ils voulaient, alors une guerre ils auraient. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie depuis le téléphone de la boutique, où je savais que notre conversation ne serait pas surveillée. Ma fille a écouté en silence mon récit des événements, sa respiration de plus en plus rapide, trahissant sa colère grandissante. « J'arrive tout de suite », a-t-elle déclaré dès que j'ai terminé. « Non », ai-je répondu fermement. « Pas encore. Si tu viens maintenant, ils sauront que nous conspirons contre eux. J'ai besoin que tu restes à Lyon pour le moment. Mais il y a des choses que tu peux faire pour m'aider à distance. Tout ce que tu voudras, maman, a-t-elle promis. Et j'ai senti mon cœur se réchauffer en entendant la détermination dans sa voix. Au moins, un de mes enfants avait hérité de ma force. D'abord, j'ai besoin que tu contactes Maître Fabre, discrètement. Ne passe pas par son cabinet, appelle-la directement sur son portable. Explique-lui la situation et demande-lui de préparer certains documents que je te préciserai plus tard. Ensuite, ai-je continué, sentant mon plan prendre forme à mesure que je parlais. J'aurais besoin que tu contactes Martin Renaud. Tu te souviens de lui? Le promoteur immobilier? Celui qui était à ton gala de charité l'année dernière? Exactement. Il m'a parlé d'un nouveau développement immobilier à Aix, des appartements de luxe avec vue sur la montagne Sainte-Victoire. Je veux que tu te renseignes discrètement sur les disponibilités. Tu envisages de déménager? La surprise dans la voix de Sophie était évidente. Je n'envisage rien pour le moment, ai-je répondu prudemment. Je considère simplement toutes mes options. Après avoir raccroché avec Sophie, j'ai appelé Josette, ma plus vieille amie. Nous nous connaissions depuis l'université et elle était la seule personne en qui j'avais suffisamment confiance pour lui confier l'intégralité de mon plan. « Pilar, j'ai du mal à croire ce que tu me racontes », a-t-elle dit après que je lui ai tout expliqué. « Ton propre fils? C'est monstrueux. Et pourtant, c'est la vérité. » ai-je soupiré. « Mais ce n'est pas le moment de s'apitoyer. J'ai besoin de ton aide, Josette. »« Tout ce que tu voudras, ma chérie. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. J'ai besoin que tu m'aides à documenter tout ce qui se passe dans cette maison. Chaque commentaire désobligeant, chaque objet perdu, chaque tentative de me faire passer pour sénile. J'ai aussi besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles quand je ne suis pas là. Tu es la seule personne qu'ils accueilleront sans méfiance. » Josette a accepté sans hésitation. Dès le lendemain, elle a commencé à passer par hasard à la maison, apportant des pâtisseries, proposant de prendre le thé, s'attardant suffisamment pour observer la dynamique toxique qui s'était installée. Pendant ce temps, je maintenais ma façade de vieille dame docile et confuse. Je laissais Céline et Simone penser que leur manipulation fonctionnait, que je commençais à douter de ma propre mémoire, que je devenais de plus en plus dépendante d'eux pour les décisions quotidiennes. Mais en secret, je collectais des preuves. J'ai installé un petit enregistreur dans le salon, captant leurs conversations quand ils pensaient être seuls. J'ai documenté méthodiquement chaque dépense non autorisée sur mes cartes de crédit. J'ai photographié discrètement mes objets de valeur avant qu'ils ne disparaissent mystérieusement. Et surtout, j'ai commencé à planifier l'événement qui serait le théâtre de ma revanche, la célébration des 40 ans d'Essence de Provence, prévue dans exactement 1 mois au prestigieux Domaine Saint-Michel. Tous seraient là, partenaires commerciaux, clients fidèles, amis de longue date, la presse spécialisée.
Ce serait l'occasion parfaite pour dévoiler la vérité au grand jour, pour reprendre le contrôle de ma vie et pour donner à mon fils ingrat et à sa famille la leçon qu'il méritait. Chaque jour qui passait me rapprochait de ce moment. Chaque humiliation subie renforçait ma détermination. Ils pensaient jouer aux échecs avec une novice, mais ils allaient découvrir qu'ils affrontaient une grand-maître qui avait anticipé chacun de leurs mouvements. Un matin, en revenant plus tôt que prévu de ma boutique sur le cours Mirabeau, j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. J'avais eu une forte migraine, chose inhabituelle chez moi, mais le stress des dernières semaines commençait à prendre son tribut. J'ai demandé à Marie-Claire, mon assistante personnelle, de s'occuper de la fermeture et j'ai décidé de rentrer à la maison pour me reposer. C'était une de ces journées où la Mistral soufflait avec force, nettoyant le ciel provençal jusqu'à lui donner cette teinte de bleu presque irréelle. Normalement, j'aurais savouré cette lumière particulière qui baignait Aix-en-Provence, mais ma tête pulsait douloureusement et tout ce que je désirais était un peu de calme et une tasse de tilleul. Je suis entrée silencieusement par la porte arrière, une habitude que j'avais prise depuis que ma maison avait été envahie. Le petit portillon du jardin grinçait légèrement, mais le bruit du vent dans les cyprès couvrait ce son. J'ai traversé le jardin, où mes roses commençaient à souffrir du manque d'attention. Céline ayant décrété que l'entretien du jardin était un gaspillage d'argent, et congédié le jardinier qui venait 2 fois par mois depuis 15 ans. En approchant de la terrasse, j'ai entendu des voix. Instinctivement, je me suis arrêtée, dissimulée derrière le grand olivier qui ombrageait cette partie du jardin. La fenêtre entr'ouverte du salon m'a permis de capter des fragments d'une conversation. Je me suis figée, reconnaissant immédiatement les voix de Philippe, Céline et Simone. L'avocat dit que nous avons besoin de plus de preuves, disait Simone d'un ton conspirateur. Des preuves concrètes, qu'elle n'est plus capable de prendre des décisions. Mon cœur s'est mis à battre plus rapidement. De quoi parlait-il? Ou plutôt, de qui? Un pressentiment terrible m'a envahi, mais j'ai continué à écouter, immobile. Quel genre de preuves? A demandé Céline, semblant sincèrement curieuse. Des factures impayées, des décisions financières douteuses, un comportement erratique, a expliqué Simone. Des choses qui peuvent être documentées et présentées à un juge. Un juge. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Il parlait de moi. Il voulait me faire déclarer incapable. Il y a eu un moment de silence. Puis j'ai entendu la voix de mon fils, ce même enfant que j'avais bercé dans mes bras, pour qui j'avais chanté des berceuses, à qui j'avais consacré ma vie. Nous pouvons créer ces preuves, a-t-il suggéré avec une froideur qui m'a glacé l'âme. Intercepter du courrier, modifier des dates de paiement, ce genre de choses. Je ne sais pas, Philippe. La voix de Céline semblait hésitante. N'est-ce pas? Illégal? Nous aidons simplement à mettre en évidence quelque chose qui se produit déjà, a-t-il répondu, avec une logique déformée qui m'a donné la nausée. Ma mère n'est vraiment plus en état de gérer tout ce patrimoine. Nous la protégeons d'elle-même et nous assurons votre avenir au passage, a ajouté Simone, avec un petit rire complice. Pensez à tout ce que vous pourrez faire quand vous aurez un accès illimité à ces comptes. Cette maison à la plage dont vous avez toujours rêvé, des voyages internationaux sans vous soucier des coûts. Je me suis appuyée contre le tronc rugueux de l'olivier, sentant mes jambes faiblir. La trahison était complète, absolue. Il ne s'agissait pas seulement de profiter financièrement de moi, mais de littéralement m'effacer, d'annuler mon existence en tant qu'être humain autonome. J'ai pensé à mon père, qui dans ces dernières années avait souffert d'Alzheimer. J'avais vu de près ce que signifiait perdre progressivement la capacité de décider de sa propre vie. La différence, c'est qu'il était réellement malade, qu'il avait réellement besoin de soins. Moi, en revanche, j'étais en pleine possession de mes facultés mentales. J'administrais une entreprise rentable, entretenais des relations commerciales internationales, lisais avidement, me tenais informé sur la politique et l'économie. Et pourtant, mon propre fils était prêt à me déclarer incapable, uniquement pour avoir accès à mon argent. Et après avoir obtenu la tutelle, que faisons-nous? A demandé Céline, semblant maintenant pleinement investie dans le plan. Nous vendons tout, a répondu Philippe avec une simplicité cruelle. La maison, l'entreprise, les propriétés. Je serai nommé administrateur légal et nous pourrons enfin vivre comme nous le méritons. Et elle,
a insisté Céline. Il existe d'excellentes résidences pour personnes âgées dans les environs, a dit Simone avec une fausse préoccupation. Ou nous pouvons lui garder un petit appartement avec une infirmière. L'important est que l'argent soit enfin entre les bonnes mains. Les bonnes mains. Mes doigts se sont crispés sur l'écorce de l'olivier. Ces mêmes mains qui n'avaient jamais rien créé, rien bâti, rien accompli de significatif, se considéraient plus dignes de gérer mon patrimoine que les miennes, qui avaient construit un empire à partir de rien. J'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas me révéler, pour ne pas entrer en tempête dans ce salon et les confronter immédiatement. Mais quelque chose en moi, cette même intuition qui m'avait guidée dans les affaires pendant des décennies, m'a conseillé la prudence. La colère pourrait me soulager momentanément, mais la patience me donnerait la victoire. Je me suis éloignée aussi silencieusement que j'étais venue, contournant la maison pour atteindre la rue. J'ai marché sans but pendant près d'1 heure, laissant le vent sécher les larmes qui coulaient librement sur mes joues. Des larmes non pas de tristesse, mais de rage et de détermination. Quand je suis finalement rentrée, j'ai pris soin d'utiliser la porte principale, faisant suffisamment de bruit pour annoncer mon arrivée. Philippe est sorti du salon, une expression de surprise feinte sur le visage. « Maman, tu es rentrée tôt aujourd'hui. J'avais une migraine, » ai-je répondu, observant attentivement son visage. Comment pouvait-il me regarder dans les yeux avec tant de désinvolture, après avoir comploté pour me détruire? J'ai demandé à Marie-Claire de s'occuper de la boutique. « Tu travailles trop », a-t-il dit, avec cette fausse préoccupation que je reconnaissais maintenant pour ce qu'elle était. « À ton âge, tu devrais ralentir. » Peut-être, ai-je répondu vaguement, jouant le jeu. Je vais m'allonger un moment. Cette nuit-là, enfermée dans ma petite chambre, j'ai sorti un carnet et un stylo de ma table de chevet. C'était le moment de transformer ma rage en plan d'action concret. Chaque mot que j'avais entendu cet après-midi était gravé dans ma mémoire et je les ai notés avec précision, documentant leur complot dans ses moindres détails. Puis j'ai commencé à dresser une liste de ce que je devais faire. Les personnes à contacter, les documents à rassembler, les mesures à prendre pour protéger mon patrimoine et ma dignité. Ce n'était plus seulement une question de défendre ce qui m'appartenait, c'était une question de survie. Le lendemain matin, j'ai appelé mon médecin, le docteur Laurent, depuis la cabine téléphonique près de ma boutique. Je ne faisais plus confiance au téléphone de la maison, ni même à mon portable, que j'avais surpris Céline en train de consulter à plusieurs reprises. « Docteur, Laurent, j'ai besoin d'un service un peu particulier, » ai-je expliqué après les salutations d'usage. J'ai besoin d'une évaluation complète de mes capacités cognitives et j'ai besoin que cela reste absolument confidentiel. Une évaluation cognitive, la surprise dans sa voix était évidente. Il me connaissait depuis plus de 20 ans et savait que j'étais aussi vive d'esprit qu'à 40 ans. « Y a-t-il un problème dont vous souhaitez me parler, Madame Moreau ? Le problème n'est pas avec mon esprit, docteur, mais avec certaines personnes qui voudraient me faire passer pour sénile. » Il y a eu un silence au bout de la ligne, puis sa voix est devenue plus grave. « Je comprends. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que je rencontre ce genre de situation. Je vais vous organiser un rendez-vous avec le docteur Perrin, notre meilleur neuropsychologue, ainsi qu'avec un gériatre. Nous documenterons votre état cognitif de manière si complète qu'aucun tribunal ne pourrait le remettre en question. Merci, docteur. Une dernière chose, pouvez-vous envoyer tout courrier à mon assistante Marie-Claire plutôt qu'à mon domicile? Bien sûr. Soyez prudente, Madame Moreau. Après ce premier appel, j'en ai passé un second, cette fois à Maître Fabre. Je lui avais déjà parlé par l'intermédiaire de Sophie, mais je sentais le besoin de lui expliquer personnellement la situation. Jeanne, sa voix était chaleureuse mais professionnelle. Sophie m'a expliqué les grandes lignes, mais j'aimerais entendre votre version des faits. Pendant près d'1 heure, je lui ai raconté tout. L'invasion progressive de ma maison, les commentaires sur ma supposée perte de mémoire, les plans que j'avais entendus pour me déclarer incapable. C'est très grave, a-t-elle commenté quand j'ai eu terminé. Il prépare clairement le terrain pour une demande de mise sous tutelle. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons plusieurs atouts dans notre manche. D'abord, vous êtes manifestement en pleine possession de vos facultés. Ensuite, vous avez des témoins, Sophie, Josette, Marie-Claire, qui peuvent attester de votre lucidité. Et enfin, vous avez moi. Il y avait une détermination féroce dans sa voix qui m'a réchauffé le cœur. Claudette Fabre n'était pas seulement une excellente avocate,
C'était une amie de longue date qui avait aidé à structurer juridiquement Essence de Provence dès ses débuts. « Voici ce que nous allons faire », a-t-elle poursuivi. « D'abord, nous allons protéger votre patrimoine. Je suggère de créer une fiducie irrévocable pour l'entreprise, avec Sophie comme co-administratrice. Cela mettra Essence de Provence hors de leur portée, même s'ils réussissaient d'une manière ou d'une autre à obtenir temporairement une tutelle. Et la maison, ai-je demandé, pensant à ma Bastide des Lavandes, que j'aimais tant, mais qui était devenue le théâtre de tant d'humiliations. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. La maison est plus compliquée. Étant votre résidence principale, elle serait probablement incluse dans toute décision de tutelle. Avez-vous envisagé de la vendre? Pas vendre, ai-je répondu, une idée prenant forme dans mon esprit. Donner. Donner? À qui? À une organisation qui en ferait bon usage, qui transformerait ce lieu de souffrance en quelque chose de positif. Nous avons discuté de cette possibilité pendant un moment, et Maître Fabre a promis de me présenter plusieurs fondations qui pourraient bénéficier d'un tel don. Mais l'idée germait déjà dans mon esprit. La fondation Nouveau Départ, dirigée par Alicia Bertrand, une femme extraordinaire que j'avais rencontrée lors d'un gala de charité l'année précédente. Sa fondation aidait les personnes âgées en situation de précarité, leur offrant non seulement un toit, mais aussi un sentiment de communauté et de dignité. Après mes appels, je suis retournée à la boutique, l'esprit plus léger malgré la gravité de la situation. Avoir un plan, même partiel, me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'est là que j'ai reçu un appel inattendu. C'était Martin Renaud, le promoteur immobilier dont j'avais parlé à Sophie. « Jeanne, votre fille m'a contacté au sujet de la résidence Les Oliviers. Je crois comprendre que vous cherchez un nouveau logement. Potentiellement ?» ai-je répondu prudemment. « J'explore mes options. » « Eh bien, j'ai peut-être exactement ce qu'il vous faut. Un penthouse au dernier étage, vue panoramique sur la montagne Sainte-Victoire, sécurité 24h/24 et, ce qui pourrait vous intéresser particulièrement, une discrétion totale. L'immeuble est conçu pour préserver l'intimité des résidents. Une discrétion totale. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Un endroit où Philippe, Céline et Simone ne pourraient pas me trouver une fois que j'aurai mis mon plan à exécution. Cela semble parfait, Martin. Pourrais-je le visiter discrètement? Bien sûr. Que diriez-vous de demain, tôt le matin? Je peux vous retrouver directement sur place sans passer par l'agence. Nous avons convenu d'un rendez-vous à 7h30, une heure où j'étais certaine que mes invités seraient encore profondément endormis. Ils ne se levaient jamais avant 10h, considérant apparemment que les matinées étaient faites pour être gaspillées sous les couvertures. Le lendemain, l'appartement s'est révélé être encore plus parfait que je ne l'espérais. Spacieux sans être ostentatoire, lumineux, avec des lignes épurées qui contrastaient agréablement avec le style provençal traditionnel de ma Bastide. Un nouveau départ, dans tous les sens du terme. « Je le prends », ai-je déclaré à Martin après seulement 10 minutes de visite. « Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas réfléchir ?»« J'ai suffisamment réfléchi », ai-je répondu avec un sourire. Parfois, quand on sait, on sait. Les jours suivants ont été consacrés à la mise en place de mon plan, pièce par pièce, comme un puzzle complexe. J'ai rencontré Alicia Bertrand pour discuter de la donation de ma maison à sa fondation, une idée qu'elle a accueillie avec une émotion qui m'a presque fait pleurer. « Jeanne, vous rendez-vous compte de ce que cela signifierait ?» Sa voix tremblait légèrement. « Nous pourrions accueillir 3 fois plus de personnes, offrir des ateliers, créer un véritable lieu de vie plutôt qu'un simple refuge. C'est exactement ce que je souhaite, Alicia. Transformer un lieu qui a connu tant de négativité récemment en un espace de joie et de dignité. » Pendant ce temps, Sophie avait commencé à transférer discrètement mes objets les plus précieux vers mon nouvel appartement. Quelques vêtements à la fois, des bijoux cachés dans des boîtes de thé, des documents importants glissés entre les pages de magazines anodins. Tout cela fait avec une discrétion qui aurait rendu fière n'importe quelle espionne. Josette, quant à elle, continuait à venir presque quotidiennement, observant et documentant chaque nouvel affront, chaque manipulation, chaque tentative de me déstabiliser. Sa présence était aussi un rappel constant pour Philippe, Céline et Simone que je n'étais pas complètement isolée, que quelqu'un veillait sur moi.
Un soir, alors que Josette était sur le point de partir après l'une de ses visites, Céline l'a prise à part dans l'entrée. Grâce au petit enregistreur que j'avais placé dans le vase près de la porte, j'ai pu capturer leur conversation. « Josette, la voix de Céline était basse, conspiratrice. Je suis inquiète pour Jeanne. Avez-vous remarqué des changements dans son comportement ces derniers temps ? » Des changements ? La voix de Josette était parfaitement mesurée, ne trahissant rien de sa connaissance de leur complot. Elle me semble être la même Jeanne que j'ai toujours connue, vive d'esprit, organisée, passionnée par son entreprise. Vraiment ? L'incrédulité dans la voix de Céline était palpable. Nous avons remarqué qu'elle oublie souvent des choses, qu'elle égare des objets, qu'elle semble confuse parfois. « Étrange », a répondu Josette. « Je n'ai rien remarqué de tel. En fait, pas plus tard que la semaine dernière, elle me citait de mémoire des passages entiers de Proust que nous avions étudiés à l'université. Une mémoire remarquable, vraiment. Le silence qui a suivi était éloquent. Céline n'avait clairement pas obtenu le témoignage qu'elle espérait pour leur dossier de mise sous tutelle. Les jours se sont transformés en semaines et bientôt, le grand jour approchait. La célébration des 40 ans d'Essence de Provence au domaine Saint-Michel. J'avais personnellement supervisé chaque détail de l'événement, de la liste des invités au menu, en passant par la présentation audiovisuelle qui serait le clou de la soirée. Une présentation dont Philippe, Céline et Simone n'avaient aucune idée du contenu réel. À une semaine de l'événement, j'ai fait une dernière visite discrète à mon nouvel appartement, désormais entièrement meublé et prêt à m'accueillir. Josette avait coordonné la décoration, incorporant quelques-uns de mes meubles préférés que nous avions réussi à sauver de la Bastide, ainsi que des touches modernes qui représentaient ce nouveau chapitre de ma vie. Debout sur la terrasse, regardant le soleil se coucher derrière la montagne Sainte-Victoire, j'ai ressenti un mélange de mélancolie et d'anticipation. Une partie de moi pleurait la perte de ma maison familiale, des souvenirs qu'elle contenait, de la vie que j'y avais construite avec Robert. Mais une autre partie, plus forte, regardait vers l'avenir avec une détermination renouvelée. « Es-tu prête pour vendredi ?» a demandé Sophie, qui m'avait accompagnée pour cette visite finale. « Plus que prête », ai-je répondu, un sourire déterminé se dessinant sur mes lèvres. Ils pensent avoir gagné, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire, car j'étais Jeanne Moreau et personne, pas même mon propre fils, ne me prendrait ce que j'avais construit de mes propres mains. Tout était prêt pour la grande fête du 40e anniversaire d'Essence de Provence, au prestigieux domaine Saint-Michel. Avec l'aide de Sophie et Maître Fabre, j'avais finalisé les négociations pour vendre l'entreprise à un grand groupe basé à Lyon. Le montant était exorbitant, bien au-dessus du marché, et le contrat avait été signé en secret, avec des clauses garantissant une discrétion absolue jusqu'à l'annonce officielle. Le matin de cette journée décisive, je me suis réveillée avant l'aube. J'ai observé la lumière grise qui filtrait à travers les rideaux de ma petite chambre, sachant que ce serait la dernière fois que je m'éveillerais dans cette maison. Curieusement, cette pensée ne m'attristait plus. La Bastide des Lavandes avait été mon foyer, le théâtre de tant de moments heureux avec Robert et les enfants. Mais ces 3 derniers mois avaient terni ces souvenirs, comme une tache d'encre qui s'étend lentement sur une photographie précieuse. Je me suis levée silencieusement et me suis préparée avec un soin particulier. J'avais choisi une robe bordeaux élégante, suffisamment classique pour convenir à mon âge, mais avec une coupe moderne qui soulignait ma silhouette encore élancée. J'ai complété ma tenue avec les perles que Robert m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage, l'un des rares trésors que j'avais réussi à mettre à l'abri avant que Céline ne puisse y jeter son dévolu. Lorsque je suis descendue pour le petit déjeuner, Philippe, Céline et Simone étaient déjà attablés, discutant avec animation de la soirée à venir. « Ah maman, te voilà !» s'est exclamé Philippe en me voyant. « Nous parlions justement de ce soir. J'ai préparé quelques notes pour ton discours. Rien de compliqué, juste quelques points à mentionner. » Il m'a tendu une feuille de papier couverte de son écriture nerveuse. J'ai parcouru rapidement les points à mentionner. Une introduction sur la tradition familiale, d'Essence de Provence, l'importance de la continuité et du passage de flambeau à la nouvelle génération, et enfin une annonce sur le rôle croissant de Philippe dans la gestion de l'entreprise. « C'est très gentil, Philippe », ai-je dit en pliant soigneusement le papier. « Je m'en inspirerai certainement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ce soir.
a ajouté Céline avec ce sourire condescendant qui était devenu sa marque de fabrique. Nous serons là pour t'aider si tu te sens confuse. Oui, a renchéri Simone. Personne ne s'attendra à ce que tu parles longtemps. À ton âge, c'est normal de passer le relais. J'ai souri poliment, sentant une vague de détermination froide monter en moi. Vous êtes tous si prévenants. Je suis vraiment chanceuse. Le reste de la journée s'est écoulé dans une étrange atmosphère d'anticipation. J'ai prétexté devoir passer à la boutique pour régler quelques détails de dernière minute. Mais en réalité, j'avais rendez-vous avec Sophie et Maître Fabre pour finaliser les derniers préparatifs. Tout est en ordre, m'a assuré Claudette Fabre en me remettant une élégante serviette en cuir contenant tous les documents nécessaires. Les papiers de vente de l'entreprise, l'acte de donation de la Bastide à la Fondation Nouveau Départ et bien sûr, les enregistrements et preuves que nous avons rassemblés. Le transfert bancaire a été effectué ce matin, a ajouté Sophie. 80% du montant de la vente est déjà sécurisé sur les comptes que nous avons créés. Le reste sera versé après l'annonce officielle, comme convenu. Et l'appartement aux Oliviers, entièrement meublé et prêt à t'accueillir dès ce soir, a confirmé Sophie avec un sourire. J'ai même rempli le réfrigérateur. J'ai regardé ma fille avec une bouffée d'amour et de gratitude. Comment avais-je pu avoir la chance d'avoir une enfant aussi loyale et attentionnée, tout en engendrant également quelqu'un comme Philippe? Merci ma chérie, ai-je murmuré en serrant sa main. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu aurais trouvé un moyen, maman, a-t-elle répondu avec conviction. Tu as toujours été la femme la plus forte que je connaisse. En début de soirée, une limousine est venue nous chercher à la Bastide pour nous conduire au domaine Saint-Michel. Philippe, Céline et Simone étaient extatiques, se comportant déjà comme les véritables hôtes de la soirée. Je les observais depuis mon siège, notant comment ils discutaient à voix basse, échangeant des regards complices, clairement convaincus que cette soirée marquerait le début de leur ascension sociale et financière. « N'oublie pas, maman », a dit Philippe alors que nous approchions du domaine. « Juste quelques mots de bienvenue, puis tu me présentes. Je m'occuperai du reste. »« Bien sûr, mon chéri, » ai-je acquiescé docilement. « Je sais que tu feras un discours magnifique. » Le domaine Saint-Michel était magnifiquement décoré pour l'occasion. Des centaines de bougies parfumées, toutes de ma création, illuminaient les jardins et les salles de réception. D'élégantes compositions florales ornaient chaque table, mélangeant habilement les roses, la lavande et d'autres fleurs provençales que j'avais toujours aimées. L'air lui-même semblait imprégné de l'essence même de mon entreprise, raffiné, élégant, avec une profondeur qui ne se révélait qu'aux sens les plus attentifs. Dès notre arrivée, nous avons été entourés par les invités, partenaires commerciaux, clients fidèles, journalistes spécialisés, amis de longue date. Tous étaient venus célébrer les 4 décennies d'Essence de Provence. J'ai remarqué avec satisfaction que Philippe, Céline et Simone se dispersaient immédiatement dans la foule, se présentant comme les héritiers de l'entreprise, discutant de projets futurs qu'ils n'auraient jamais l'occasion de réaliser. Josette s'est approchée de moi, resplendissante dans une robe de soirée bleu nuit. « Es-tu prête ?» a-t-elle murmuré en m'embrassant sur les 2 joues. « Plus que jamais », ai-je répondu, sentant une étrange sérénité m'envahir. « Où est Alicia ? Elle vient d'arriver avec les membres du conseil d'administration de la Fondation. Ils sont tous profondément émus par ton geste. » Martin Renaud est apparu à son tour, élégant dans son costume sombre. Il m'a baisé la main, avec une galanterie d'un autre temps qui m'a fait sourire. « Votre nouveau foyer vous attend », a-t-il dit doucement. J'ai personnellement vérifié que tout était parfait. « Merci, Martin, pour tout. » Après une demi-heure de cocktails et de conversations, le maître de cérémonie a annoncé qu'il était temps pour les discours. Le silence s'est fait progressivement dans la grande salle, tous les regards se tournant vers l'estrade où un micro avait été installé. J'ai senti la main de Philippe se poser sur mon bras, me guidant vers l'avant comme si j'étais une personne âgée, fragile, incapable de trouver son chemin seul. « Je vais te présenter », a-t-il chuchoté. « Souviens-toi, juste quelques mots, puis tu me passes le relais. » J'ai hoché la tête, gardant mon expression soigneusement neutre. Philippe s'est avancé vers le micro, rayonnant de cette confiance qui vient non pas de l'accomplissement, mais de l'anticipation du profit immérité. « Mesdames et messieurs, chers amis, partenaires et invités, a-t-il commencé,
sa voix emplie d'une émotion que je savais feinte. C'est avec une immense fierté que nous célébrons ce soir les 40 ans d'Essence de Provence, cette entreprise familiale que ma mère a fondée et que notre famille continue à faire prospérer. Je l'ai observée, fascinée par son audace. Notre famille continue à faire prospérer des mensonges prononcés avec une telle conviction qu'ils semblaient presque vrais, même à mes oreilles. Ma mère va maintenant vous dire quelques mots, a-t-il conclu, se tournant vers moi avec un sourire encourageant, comme on sourirait à un enfant sur le point de réciter un poème appris par cœur. Je me suis approché du micro, sentant le poids des regards sur moi. Certains étaient bienveillants, d'autres curieux, quelques-uns, notamment ceux de Céline et Simone, légèrement impatients, comme s'ils attendaient que je me ridiculise pour pouvoir prendre le relais. « Chers amis », ai-je commencé, ma voix claire et assurée résonnant dans la salle. C'est avec une émotion sincère que je me tiens devant vous ce soir, non seulement pour célébrer 4 décennies d'Essence de Provence, mais aussi pour annoncer un nouveau chapitre dans mon existence. J'ai remarqué l'expression confuse de Philippe du coin de l'œil. Ce n'était pas le discours qu'il avait préparé pour moi, pas les mots d'une vieille femme résignée à céder sa place. La vie nous offre parfois des leçons douloureuses, ai-je poursuivi, balayant la salle du regard. Elle nous enseigne que ceux en qui nous plaçons notre confiance peuvent parfois se révéler indignes de celle-ci. Elle nous montre que la famille, ce concept que nous tenons pour sacré, peut parfois devenir le théâtre des trahisons les plus cruelles. Un murmure a parcouru l'assemblée. Du coin de l'œil, j'ai vu Philippe faire un pas en avant, comme pour m'interrompre, puis se raviser en voyant tous les regards braqués sur moi. Certains d'entre vous savent peut-être que mon fils, Philippe, sa femme Céline et sa belle-mère Simone vivent sous mon toit depuis 3 mois, après avoir prétendument perdu leur appartement. Ce que vous ne savez pas, c'est la vérité derrière cette apparente générosité familiale. J'ai fait un signe discret au technicien audiovisuel et l'écran géant derrière moi s'est illuminé. Les visages de Philippe, Céline et Simone sont apparus, filmés à leur insu dans mon salon, complotant ouvertement pour me faire déclarer incapable. « Nous pouvons créer ces preuves », disait la voix de Philippe, amplifiée par les haut-parleurs, intercepter du courrier, modifier des dates de paiement, ce genre de choses. Ma mère n'est vraiment plus en état de gérer tout ce patrimoine. Nous la protégeons d'elle-même et nous assurons votre avenir au passage. Pensez à tout ce que vous pourrez faire quand vous aurez un accès illimité à ces comptes. Les visages dans la salle exprimaient désormais un mélange de choc et d'indignation. J'ai cherché Philippe du regard. Il s'était figé sur place, son visage passant du rouge vif à une pâleur cadavérique. Céline avait porté une main à sa bouche, tandis que Simone regardait frénétiquement autour d'elle, comme si elle cherchait une issue de secours. Comme vous pouvez le constater, ai-je repris une fois l'enregistrement terminé, j'ai été contrainte de prendre des mesures drastiques pour protéger non seulement mon patrimoine, mais aussi ma liberté et ma dignité. Maître Fabre est de monter sur l'estrade à ce moment-là, portant sa serviette en cuir. Voici Maître Claudette Fabre, mon avocate, ai-je présenté. Elle a quelques documents à remettre à certaines personnes présentes. Avec une précision presque chorégraphiée, Claudette est descendue de l'estrade et s'est dirigée droit vers Philippe, Céline et Simone, toujours paralysés par le choc. « Notification d'expulsion, avec un délai de 48 heures », a-t-elle annoncé, suffisamment fort pour que les personnes à proximité puissent entendre. Et ceci, elle a tendu un autre ensemble de documents à Philippe, est une ordonnance judiciaire préventive contre toute tentative de mise sous tutelle, fondée sur des rapports médicaux complets certifiant la pleine capacité mentale et physique de Madame Jeanne Moreau, réalisée ces dernières semaines par 3 spécialistes indépendants. Le visage de mon fils était un masque de fureur et d'humiliation. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait exploser, faire une scène, peut-être même tenter d'interrompre l'événement. Mais le poids des regards réprobateurs autour de lui semblait avoir créé une pression insupportable. « Ah, j'oubliais presque », ai-je ajouté, les faisant s'arrêter dans leur retraite vers la sortie. Toutes les cartes de crédit liées à mes comptes ont été annulées il y a exactement 20 minutes. Je vous suggère de faire des retraits en espèces si vous avez besoin de ressources immédiates. Ce fut le coup de grâce. J'ai vu les épaules de Céline s'affaisser en signe de défaite totale. Les 3 ont quitté précipitamment la salle, suivis par des regards curieux
des chuchotements et, dans certains cas, des rires mal dissimulés. J'ai respiré profondément, sentant un poids immense se retirer de mes épaules. La partie la plus difficile était passée. L'affrontement que j'avais craint et planifié pendant des semaines était terminé. Maintenant, il était temps de regarder vers l'avant. Mes chers amis, ai-je repris, ma voix désormais plus légère, je vous prie de m'excuser pour cet intermède dramatique. Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu de célébrer les 40 ans d'Essence de Provence. Mais parfois, la vie nous force à affronter des vérités douloureuses pour pouvoir avancer. Sophie est montée sur l'estrade et a pris ma main, m'offrant son soutien silencieux. Josette nous a rejointes aussitôt, amenant avec elle Alicia Bertrand de la Fondation Nouveau Départ. J'aimerais maintenant partager avec vous 2 décisions importantes que j'ai prises récemment, ai-je poursuivi. La première concerne l'avenir d'Essence de Provence. Après 40 années à la tête de cette entreprise que j'ai créée de mes mains, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de passer le flambeau. Des murmures surpris ont parcouru la salle. Personne ne s'attendait à cette annonce, surtout après la scène qui venait de se dérouler. J'ai le plaisir d'annoncer que j'ai vendu Essence de Provence au groupe Lumière, une entreprise qui partage ma vision et mes valeurs et qui s'est engagée à préserver l'âme de ce que j'ai bâti, tout en lui permettant de grandir et d'évoluer. Des applaudissements polis ont suivi cette annonce, mêlés à quelques expressions de surprise. Après tout, Essence de Provence était considérée comme une institution provençale, presque un patrimoine local. La seconde annonce concerne ma maison, la Bastide des Lavandes, où beaucoup d'entre vous ont été reçus pour des dîners et des célébrations. J'ai décidé de la donner intégralement à la Fondation Nouveau Départ, dirigée par Madame Alicia Bertrand, ici présente. Alicia a fait un pas en avant, visiblement émue. Je lui ai cédé le micro pour quelques instants. Au nom de tous les seniors qui bénéficieront de cette donation extraordinaire, je tiens à exprimer notre éternelle gratitude à Madame Moreau. Cette maison ne sera pas seulement un toit, mais un symbole d'espoir et de dignité pour des personnes que la société oublie trop souvent. Les applaudissements ont été plus chaleureux cette fois, certains invités essuyant même une larme discrète. La générosité était toujours bien vue dans notre milieu, même si peu savaient à quel point ce geste était aussi, pour moi, une forme de libération. Et maintenant, ai-je conclu, je vous invite tous à profiter de cette soirée merveilleuse. La musique va commencer, le dîner sera servi, et nous allons célébrer non seulement 4 décennies d'une entreprise prospère, mais aussi de nouveaux départs. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance étrangement légère, comme si l'orage qui avait éclaté avait purifié l'air. J'ai dansé avec Martin, ri avec Josette, discuté avec d'anciens partenaires commerciaux, qui, loin d'être choqués par ma décision de vendre, semblaient me comprendre et respecter mon choix. Vers minuit, alors que la fête battait encore son plein, j'ai discrètement pris congé. Sophie m'a accompagné jusqu'à une voiture qui m'attendait, non pas pour retourner à la Bastide des Lavandes, mais pour me conduire à mon nouveau foyer, la résidence Les Oliviers. « Tu es sûre que tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» a demandé Sophie, inquiète de me laisser seule après une soirée aussi éprouvante. « Non, ma chérie, » ai-je répondu en embrassant sa joue. « J'ai besoin de cette première nuit seule pour réfléchir, pour assimiler tout ce qui vient de se passer. Mais viens déjeuner demain, d'accord ?» Dans la voiture qui m'emmenait vers ma nouvelle vie, j'ai regardé les lumières d'Aix-en-Provence défiler par la fenêtre. Cette ville que j'aimais tant, où j'avais construit ma vie, élevé mes enfants, bâti mon entreprise. Je ne la quittais pas vraiment, mais je la voyais désormais sous un angle différent. En entrant dans mon nouvel appartement, j'ai été accueillie par le parfum subtil de lavande. Sophie avait pensé à ce détail touchant. J'ai ouvert les baies vitrées donnant sur la terrasse et je me suis avancée pour contempler la vue nocturne. La montagne Sainte-Victoire se dessinait en ombre chinoise contre le ciel étoilé, majestueuse et immuable. Debout là, seule mais étrangement sereine, j'ai réalisé que ce que j'avais d'abord perçu comme une fin, la perte de ma maison, la vente de mon entreprise, était en réalité un nouveau commencement. À 67 ans, quand beaucoup pensaient à se retirer, à faire de la place, je commençais un nouveau chapitre, peut-être le plus excitant de tous, car je n'étais pas seulement Jeanne Moreau, fondatrice d'Essence de Provence. J'étais une femme qui avait survécu à la trahison la plus intime,
et en était sortie, non pas diminuée, mais renforcée, non pas vaincue, mais victorieuse. Et cela, personne ne pourrait jamais me le prendre. Et c'est ainsi, chers amis, que j'ai donné une leçon inoubliable à ceux qui ont tenté de tout me prendre. La vie fait des tours, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à mes 67 ans, je vise une nouvelle étape que je n'aurais jamais imaginée. Mon appartement avec vue sur la montagne Sainte-Victoire m'apporte la paix chaque matin. Ma nouvelle fondation pour soutenir les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans me donne un but renouvelé. Et Martin, cet homme merveilleux qui est entré dans ma vie au moment précis, m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, même en amour. 6 mois se sont écoulés depuis cette soirée mémorable au domaine Saint-Michel. 6 mois de renaissance, de redécouverte, de reconstruction. Ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu prévoir lorsque Philippe est apparu à ma porte avec ses valises et son air faussement contrit. Vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu de mon fils, de sa femme et de sa belle-mère après cette soirée. Leur chute a été aussi rapide que leur ascension avait été calculée. Sans accès à mes ressources, sans toit garanti, sans le statut social que leur procurait le fait d'être les héritiers d'Essence de Provence, ils ont dû faire l'impensable, travailler honnêtement pour la première fois de leur vie. Philippe a trouvé un emploi comme vendeur dans une boutique d'électronique à l'autre bout de la ville. Céline, qui se vantait toujours de son sens de la mode, travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique où elle était autrefois cliente. Quant à Simone, j'ai appris qu'elle était retournée vivre avec son ex-mari à Marseille. La vie a un sens de l'humour particulier, n'est-ce pas? 3 mois après l'incident, j'ai reçu une lettre de Philippe. Contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, il ne demandait pas d'argent, mais pardon. Il confessait que l'avidité l'avait aveuglé, qu'il s'était laissé influencer par Céline et Simone. Il me racontait que maintenant, travaillant dur chaque jour pour gagner sa vie, il commençait à comprendre la valeur de l'effort, la satisfaction de construire quelque chose de ses propres mains. Je n'ai pas répondu immédiatement. Les blessures étaient encore trop fraîches. Mais avec le temps, et grâce à l'insistance de Sophie, j'ai accepté une rencontre. C'était inconfortable au début, mais peu à peu, nous reconstruisons quelque chose qui ressemble à une relation. Ce n'est pas la même qu'avant, elle ne le sera jamais. Mais il y a place pour le pardon quand il y a un véritable repentir. Céline et moi, en revanche, n'avons plus jamais parlé. D'après ce que j'ai su, elle est retournée vivre chez ses parents après s'être séparée de Philippe. Quant à Simone, dans un retournement inattendu, elle est devenue bénévole dans un centre pour personnes âgées. Peut-être que voir le travail de la Fondation Nouveau Départ dans mon ancienne maison l'a fait réfléchir sur son propre avenir. La Bastide des Lavandes est maintenant méconnaissable, dans le meilleur sens du terme. Alicia et son équipe l'ont transformée en un havre de paix et de dignité pour 25 personnes âgées qui n'avaient nulle part où aller. Les jardins, autrefois négligés, sont à nouveau florissants grâce au programme de jardinage thérapeutique qu'ils ont mis en place. La grande salle à manger, où j'ai subi tant d'humiliations, résonne maintenant de rires et de conversations animées. Je visite la Bastide régulièrement, non pas avec nostalgie ou regret, mais avec un sentiment de fierté et d'accomplissement. Ce lieu, qui a été le théâtre de tant de trahisons, est maintenant un symbole d'espoir et de renouveau. N'est-ce pas la plus belle des revanches? Quant à moi, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé à 67 ans. La fondation que j'ai créée pour soutenir les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans connaît un succès fulgurant. Nous avons déjà aidé 15 femmes à lancer leur propre entreprise. Des femmes qui, comme moi, refusent d'être invisibilisées par l'âge, qui ont des rêves, des projets, une vision. Martin et moi nous sommes mariés il y a 2 mois, lors d'une cérémonie intime avec seulement nos amis les plus proches. Lui, à 70 ans, partage ma vision que la vie ne s'arrête pas quand apparaissent les cheveux blancs ou les rides. Ensemble, nous voyageons, explorons, apprenons de nouvelles choses chaque jour. La semaine dernière, nous avons commencé des cours de tango. Vous pouvez imaginer nos rires en essayant de coordonner ces pas compliqués. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise dans tout ce processus est que nous ne devons jamais permettre qu'on nous fasse sentir petits, incapables ou jetables à cause de notre âge.
Les années que nous portons ne sont pas un fardeau. Elles sont une collection d'expériences, d'apprentissage et de sagesse qu'aucun jeune arrogant ne peut acheter ou prétendre avoir. C'est pourquoi il est si important de partager nos histoires, pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a de la force en nous, que nous pouvons rebondir, peu importe l'âge que nous avons. Mon histoire n'est qu'une parmi des milliers. Chaque ride sur nos visages raconte une bataille menée, une leçon apprise, un moment de joie ou de douleur qui nous a façonnés. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a fait face à une trahison familiale? Racontez-moi dans les commentaires. J'adore tous les lire et sentir que nous conversons personnellement. Cela me fait sentir que je ne suis pas seule dans cette lutte pour la dignité et le respect que nous méritons tous, indépendamment de notre âge. Réaliser cette vidéo n'a pas été facile. Revivre ces moments douloureux a demandé beaucoup d'efforts. Organiser mes pensées, trouver les mots précis pour décrire quelque chose d'aussi personnel et douloureux, c'était un processus qui a pris du temps et de l'énergie. C'est pourquoi je vous demande si mon histoire vous a touché, si elle a remué quelque chose dans votre cœur. S'il vous plaît, laissez votre j'aime sur cette vidéo. Ce petit geste signifie beaucoup pour moi et pour la chaîne Souvenirs de grand-mère. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Nous avons beaucoup d'autres histoires émouvantes à partager, des récits réels de personnes qui, comme moi, ont affronté des défis qui semblaient impossibles et en sont sorties victorieuses. Des histoires qui vous feront rire, pleurer, réfléchir et surtout vous rappeler que nous ne sommes jamais trop vieux pour recommencer. Je voudrais aussi vous demander, si vous le pouvez, votre aide à travers le bouton « Merci », une façon de contribuer financièrement pour que la chaîne puisse continuer à apporter des histoires comme la mienne quotidiennement. Les coûts pour maintenir une chaîne de qualité sont élevés, équipement, montage, recherche, et votre contribution, aussi modeste soit-elle, fait toute la différence pour que nous puissions poursuivre ce travail. Cela aiderait énormément à produire plus de vidéos comme celle-ci, avec des histoires qui méritent d'être racontées et entendues. J'ai toujours cru que partager nos expériences est une forme de guérison, non seulement pour celui qui raconte, mais aussi pour celui qui écoute. Si mon histoire a aidé ne serait-ce qu'une personne à trouver la force d'affronter une situation difficile, tout ce processus en valait la peine. Souvenez-vous toujours, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui définit qui nous sommes, c'est notre force intérieure, notre capacité d'adaptation, notre courage face aux tempêtes de la vie, même quand ces tempêtes portent le nom et le visage de personnes que nous aimons. Comme je l'ai dit au début, mon fils a amené sa femme et sa belle-mère vivre ici avec moi. Et il a même dit « Si ça ne te plaît pas, trouve une autre maison ». Sa femme riait, mais c'est moi qui ai ri quand je leur ai fait ça. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver dans les commentaires et dans les prochaines vidéos de la chaîne Souvenirs de grand-mère. À la prochaine histoire.